une fois, et c'est devenu un habitué de notre émission. Mohamed Louedi, bonsoir Mohamed. Bonsoir. Alors, on va parler d'un sujet qui nous interpelle, puisque de nos jours, on parle beaucoup de transition numérique, de digitalisation, d'intelligence artificielle, mais très peu de l'exclusion numérique. C'est pour cela donc, que nous avons décidé ensemble de choisir ce titre, l'exclusion. Alors, l'exclusion numérique, qui exclut qui Si Mohamed, encore une fois, et pour mettre les choses dans le cadre, qu'est-ce que déjà l'exclusion numérique? L'exclusion numérique est une locution qui englobe un grand nombre de concepts sous-jacents. Mais celui dont j'avais voulu parler et dont j'avais parlé récemment dans une conférence, c'est plutôt l'exclusion par les données. Par les données. Par les données, et ce qui devient un souci majeur. Et c'est pour ça que des d'aucuns sont en train de penser changer le terme, de faire une restriction non plus d'exclusion numérique en grand, qui englobe la fracture numérique, tout ce qui est de différence entre les différentes civilisations en termes d'investissement technologique. Nous parlons ici de données. Et alors, nous parlons maintenant non plus de numérique en gros ou de digital, mais de dataïque. Il y en a même qui disent dataïque. C'est un terme... C'est nouveau. C'est nouveau, dataïque. Hein. Dataïque, ou plutôt, dataïque, ça fait un peu anglais. Il y en a même qui disent donnéique. Hein, c'est un drôle de terme, oui, mais ça signifie bien ce que ça veut dire. Alors, l'exclusion, c'est l'exclusion par les données, qui, soit dit en passant, constitue le socle, la base, le pilier, j'allais dire le magma, de tout ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ça me rappelle un groupe qui s'appelle Magma, Mohamed. Voilà. Je le connaissais aussi, je crois. Oui. Mais je ne pensais pas à ça en disant, je parlais plutôt au fin fond des choses. Les data sont à la base de big data, c'est à la base du blockchain, c'est à la base de l'intelligence artificielle, c'est à la base du cloud. Nous ne pouvons pas parler d'avancées technologiques ou sans qu'il y ait de données à la base. Sans qu'il y ait de données à la base. Et l'informatique ou les technologies de l'information, on dit technologie de l'information c'est une dérivée des données. Et donc c'est au niveau des données que tout se passe, et c'est là que nous avons du chemin à faire. Quand je dis nous, je ne parle pas uniquement de la Tunisie, mais je parle de tous ceux qui sont généralement exclus du grand jeu. Dont évidemment la Tunisie, l'Afrique du Nord, l'Afrique, le Moyen-Orient. Et ces causes, Mohamed Louedi, pourquoi ils sont exclus? Bien, en fait... C'est des causes historiques? C'est historique, parce que nous avons toujours été en retard dans tout ce qui est progrès technologique, depuis Gutenberg en fait, ou même depuis avant, quand on se rappelle que Haroun al-Rachid avait offert une horloge. Une montre? Une montre à Charlemagne vers les années 800. C'était au 10e siècle, 11e ou... 9e siècle. Au 9e siècle. Vers 801, je crois. C'est ça, exactement. Plutôt au 9e siècle. Et les gens de Charlemagne à la cour lui ont dit, n'ouvrons pas ça, il y a un diable dedans. Parce que c'est en train de tiquer, ça fait un bruit. Le mouvement ne peut pas venir de soi-même, il doit y avoir un agissant, c'est le diable. Évidemment, Charlemagne avait un autre type de... Alors, quand on saute en avant et nous arrivons à 1930, c'est exactement l'inverse qui s'est produit en Arabie Saoudite lorsque ils avaient introduit la radio. Et les gens se sont dit, ça parle tout seul, il y a un diable dedans. C'est un éternel recommencement de l'histoire. Mais à l'inverse, ça explique le retard que nous avons accusé, parce que nous n'avons pas toujours été en retard. Et s'il y a un diable à l'intérieur, et haram. Oui. Et heureusement que le roi Abdelaziz, à l'époque, était sage, judicieux. Il leur a dit, puisque c'est capable de diffuser le Even, l'appel à la prière, ça ne peut pas être diabolique. Oui. Et c'est ce côté religieux qui permet un peu de... C'est comme ça qu'il leur a donné le pion. Exactement. Si l'imprimerie avait été inventée en 1450 en Europe, par l'impression de la Bible, il nous a fallu attendre quelques années, à peu près peut-être 80 ans, pour que le Coran, lui, soit imprimé. Et il ne l'a été imprimé qu'à Venise.
Il a fallu attendre 1710 sous le règne du sultan Ahmed III, turc, ottoman, pour qu'il soit enfin imprimé en terre musulmane. Et ça nous fait quelques 280 ans de retard déjà. Oui, c'est un retard qui est continu. Qui se perpétue. Vous voyez, le courrier électronique, il avait été inventé en 1969-71, dépendant des sources. Nous n'avons eu le courrier électronique qu'en 1998, le courrier électronique en langue arabe pure, à Amen, grâce à Yahoo Maktoub, je crois que ça s'appelle. Et donc, retard pour retard, nous avons toujours accusé ce retard au niveau technologique, mais là, nous avons un retard d'un autre ordre, au niveau de la vertèbre même des technologies, les données. Alors, il y a deux courants. On nous exclut et nous nous excluons nous-mêmes. On nous exclut grâce à d'autres concepts maintenant qu'on appelle la colonialité ou le colonialisme. La colonialité, c'est quoi ce concept? Alors colonialisme, c'est spolier les peuples de leurs biens, de leurs ressources. De leurs ressources, comme ils ont fait avec l'obélisque de la Concorde ou la porte d'Ishtar de Babylone, qui sont en train d'orner des places publiques en Europe et qui sont en fait les nôtres. Alors, donc, c'est arracher l'héritage ou le patrimoine des autres peuples sans leur consentement, mais là, ça s'applique aux données. C'est en fait prendre les données des gens sans leur consentement. Et sans leur consentement. Sans leur consentement. C'est ça le plus important. Exactement. Alors, nous utilisons Google, nous utilisons Facebook, nous utilisons ces outils-là, et c'est gratuit, nous croyons que c'est gratuit, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Nous sommes en train de les payer. De les fournir en données de tout genre. Et pas seulement, pas besoin d'aller à Google, en fait, quand vous faites un achat dans une grande surface et que vous utilisez une carte de fidélité pour arracher quelques minutes de plus, mais en fait, ce sont des données que vous leur donnez sur les achats que vous êtes en train d'effectuer. Autrement, si vous n'aviez pas de carte de fidélité, personne ne saurait qui vous êtes. C'est une mine d'informations. C'est une mine d'informations de savoir. On peut faire une bonne affaire en gagnant quelques points. D'ailleurs, je ne sais pas comment les utiliser. Il y a un magasin qui s'appelle Target. Je pense que je peux parler de grandes surfaces étrangères. Oui, mais ça c'est sûr. Qui en fait est arrivé à avoir ce qu'ils appellent Pregnancy Score. De savoir qui de leurs clients, de leur clientèle féminine, est enceinte ou en passe de devenir enceinte. Incroyable. De par les achats qu'elles sont en train de faire, qu'elles effectuent. Ils ont fait une étude, ils se sont dit, bon voilà, maintenant nous avons un pregnancy score, qui pour vous et moi est égal à 0, bien évidemment, mais et ils ont même vendu ce score à d'autres grandes chaînes. Donc les achats que nous effectuons, surtout s'ils nous assurent de notre fidélité, c'est-à-dire que tous les achats que nous allons les effectuer chez eux. Et ils auront là ce qu'on appelle le profiling, un profil un tant soit peu précis de ce que nous sommes, de ce dont nous souffrons, si nous avons des maladies, de notre diète, où est-ce que nous sommes en train de remplir rien qu'à travers nos achats. À travers les achats, à travers ces cartes en plastique. Donc pas besoin d'avoir un ordinateur, un téléphone mobile pour que nous soyons retracés. Ceci pour le colonialisme. Pour la colonialité, c'est un peu plus vicieux. Parce que là, ils ramassent des données sur nous qui leur permettent d'accentuer le biais qu'ils ont dans leurs données. Évidemment, maintenant, la majorité des données qu'ils ont sont à leur avantage, et c'est pour ça que nous voyons des biais dans leurs données, surtout dans les outils d'intelligence artificielle. C'est devenu un peu plus apparent ces dernières années, parce que quand nous posons une question à un modèle, leurs réponses sont toujours biaisées d'une certaine façon. Il y a même des études qui sont allées un peu plus loin, qui ont montré que lorsque vous demandez, en anglais c'est encore plus apparent, en français c'est plus délicat. C'est moins évident. Je vais expliquer pourquoi. Mais quand vous dites en anglais « draw me a nurse », ils vont vous dessiner une femme. A nurse étant une infirmière. Alors en français, on aurait dit un infirmier, ça aurait contourné le problème. Mais en anglais, une nurse, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Pour ces modèles-là, c'est généralement une femme. Quand vous dites draw me a doctor treating a baby in Africa, le docteur va être blanc, le baby va être noir. Et ça, c'est les biais dont nous sommes en train de parler. Alors, les outils ont essayé à un moment donné de contourner cette difficulté en éliminant ce biais, mais ils sont allés dans l'autre sens. Et tout d'un coup, nous voyons profiler dans les modèles, quand on demande à un modèle de nous dessiner un soldat de la Gestapo, et il va vous donner un soldat noir.
croyant contourner le biais, justement, il dit, alors qu'on n'a jamais vu un soldat de la Gestapo de peau noire. Ah ben, ce serait vraiment paradoxal. Hein. Ouais. Complètement. Et donc nous avons encore ce problème de biais qui est à l'avantage des sociétés occidentales, simplement parce que la majorité des données qui sont en train d'inonder les réseaux actuellement sont à base occidentale. Et c'est là qu'en fait intervient notre faute. Et c'est nous qui sommes en train de nous exclure quelque part en ne donnant pas de données. Alors si on regarde les statistiques, j'en ai quelques-unes ici, oui. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors ils nous mettent ensemble. C'est tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique. Ce qu'on appelle le MENA. C'est le Moyen-Orient, North Africa, mais là on inclut l'Afrique subsaharienne. Ah. Tout ça en bloc pour arriver à ramasser 6,8% de contribution dataïque aux réseaux internationaux. Bon. Qui peut-être, ça c'était en 2023, peut-être en 2025, nous arrivons à 7 à 8%. Non, même pas. Nous bougeons à peine ici. Peut-être en 2030, nous arriverons à 10% de contribution des données de cette qui comprend 25% de la population mondiale quand même. 10% pour 25%. C'est disproportionné. C'est très. Alors qu'autrement, nous occupons 25% des terres émergées, toute cette région-là. 24% de la population mondiale, mais seulement 8% de contribution dataïque aux réserves mondiales de données. Et évidemment, c'est là que le bas blesse. Et c'est là où nous nous excluons par nous-mêmes. Oui, bah, je vais vous raconter une anecdote. Oui, bien sûr. On en est friand. On nous a toujours dit que c'est Marshall McLuhan qui a le premier parlé de village global. Sauf que quelque part, je crois qu'un de mes enseignants m'a dit que non. Si Marshall McLuhan en avait parlé en 1962, il y a quelqu'un d'autre qui en 1857 en avait parlé avant lui. Ben, plus d'un siècle avant. C'est ça, oui. Et ce quelqu'un d'autre se trouvait être un Tunisien. Ah bon? Du nom de Khaireddin Tounsi. Ah, Khaireddin. Autrement connu par Khaireddin Besha, que tout le monde connaît parce que son effigie orne nos billets de 20 dinars. C'est ce monsieur-là qui a écrit un livre extraordinaire qui m'a fallu lire parce que... Exactement. Ouais. Je suis vraiment très très heureux de voir que... c'est أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. Ce qui pourrait se traduire par le chemin le plus sûr pour connaître, mais dans le sens Ma'arifa ici, c'est pour comprendre les conditions des royaumes et des nations. Oui. J'ai dû le lire de page en page, de couverture en... parce que je voulais chercher la preuve de ce que ce professeur m'avait avancé, qu'en fait c'était lui qui l'avait dit. Et partout où j'allais, et tous les outils que j'avais utilisés, et Dieu sait si je pouvais en utiliser pendant 2 jours, pour trouver qui d'autre avant Marshall McLuhan avait parlé de village global, et je n'en ai trouvé aucune. C'est incroyable. Et c'est là que je suis tombé sur le livre de Khaireddin Besha, qui était en fait scanné, mais d'une manière assez pauvre en fait. C'est à peine si on pouvait lire les caractères. Et donc le texte n'était même pas cherchable, le texte PDF. C'était scanné, c'était en fait des images, c'était pas du texte. Oui. Il était impossible de trouver cette vérité-là, qui bien heureusement je connaissais. Ça n'a jamais paru sous forme de livre ou de numérique, ou de document. Cette information n'existe pas sous forme numérique cherchable. C'est dommage. Et donc j'ai téléchargé le livre et je l'ai lu. Difficilement parce que c'était mal scanné. Et comme je ne pouvais pas faire de la recherche sur le document, j'ai dû le lire. Et heureusement, c'était dans les premières parties qu'en fait, effectivement... Il en parlait. Il a dit le mot Baldat al-Muttahida en parlant de la planète. Et là, j'ai eu la preuve. Mais ça m'a coûté 2 jours. Morale de l'histoire, si quelqu'un ne savait pas, il aurait juré que c'était Marshall McLuhan qui en aurait parlé le premier. Parfaitement. Et ça aurait été perdu dans le patrimoine arabo-musulman, personne n'en aurait parlé avant. Et combien d'autres informations j'ai pu dégoter après cela? Il y a plein de hadiths qui ne sont même pas traduits en français, qu'ils soient cherchables. Beaucoup d'interprétations du Coran. Et même en dehors de la religion, plusieurs textes que je connais existent, qui n'existent pas autrement que sur papier. Alors pourquoi je le reproche à nos rangs?
C'est parce qu'en 2004, je me rappelle, et j'étais presque témoin de l'effort de Google, je crois que ça s'appelait le Gutenberg Project. Google avait parié de scanner, numériser, tous les livres de 4 bibliothèques américaines. Tous les livres. Alors imaginez lesquels allaient avoir la priorité. Et ce seraient seulement ces livres-là qui seraient sur Internet, et les seuls qui seraient cherchables. Nous, les Arabes, les musulmans, les Africains, aurions pu avoir des initiatives de ce genre-là pour numériser notre propre patrimoine. Alors qu'en fait, d'un autre côté, nous sommes en train de voir que nous, Arabes, et du moins nous, Tunisiens, avons une drôle de relation avec l'information d'une manière générale. Nous ne voulons simplement pas donner d'informations. C'est culturel. C'est culturel. Et c'est bizarre d'ailleurs que la donnée, je ne parle pas d'information parce que ça serait un peu plus compliqué, la donnée s'appelle en arabe Mu'tayat, les données. Mu'tayat Sharsiya. L'attentat. Nous avons les deux thèmes qui ont la même racine. De même pour les Français, les données qu'on ne donne pas. Et ils ne sont pas en fait innocents de la moindre réticence de la même manière que nous d'ailleurs, les Français ne sont pas. Mais quand nous allons en Amérique du Nord, ça ne s'appelle pas given or given away, ça s'appelle data. Et ça n'a rien à voir avec given or taking. Et nous pouvons voir en fait, depuis que je suis revenu en Tunisie, je me suis rendu compte de pas mal de choses. D'abord, premier choc à l'aéroport. C'est le premier aéroport à l'époque que j'avais trouvé qui n'avait pas de information desk. Partout ailleurs, vous allez trouver accueil ou information desk. Il a fallu un certain temps en Tunisie pour avoir une information desk qui portait même pas l'inscription information desk et qui a disparu depuis. Il y avait toujours 2 demoiselles qui étaient assises derrière un comptoir et on ne savait pas très bien ce qu'elles faisaient là, mais elles étaient là pour répondre. Oui. Mais on n'a pas le mot information desk. Et quand on a des bureaux d'accueil dans les agences ou les sociétés, ce bureau d'accueil est toujours vide, désert. Il n'y a personne d'assis là. Et à quoi sert-il alors en fin de compte à donner l'impression à donner l'impression. Avez-vous eu l'expérience, jusqu'à ce jour, de téléphoner à une agence ou à un ministère et d'avoir quelqu'un qui décroche le téléphone, s'il le décroche, et de vous dire « Allô, bonjour, ici le ministère 2 ». Personne en Tunisie ne fait cela. Nulle part. Quand vous téléphonez, ils ne vous diront jamais où ils sont ou qui c'est qu'ils sont. S'ils décrochent le téléphone, c'est pour vous dire allô, et d'une drôle de voix d'ailleurs, qui vous fait peur, et vous doutez, vous devez vous poser la question, suis-je à tel endroit? Alors que dans les autres pays où j'ai été... Et vous en avez connu des pays? Et j'en ai connu, oui, Est et Ouest. Même un jour férié, nous sommes dans un jour férié, j'ai fait encore l'expérience. Si vous téléphonez à un magasin pour leur dire est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui, personne ne répondra. Dans les autres pays, on dit voilà, bienvenue à tel endroit, nous sommes fermés aujourd'hui, nous ouvrirons telle heure à telle heure à telle heure. Et vous avez une réponse, vous avez une information. Même en l'absence d'information et une information. En Tunisie, rares sont les magasins, à part les grandes enseignes, qui vous donnent les horaires affichés sur leur porte. C'est vrai. Nous avons un problème avec l'information. Chaque fois qu'on demande l'information à quelqu'un, on dit peut-être qu'il y a ce fameux proverbe ou cette citation qui dit pour être heureux, soyons discrets. Ça, c'est ma grand-mère qui me le disait. C'est ça. Ne dis jamais à ta main gauche ce que fait ta main droite. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, mais là, d'un autre côté, nous sommes en train de parler de transformation numérique, alors il faudra savoir sur quel pied danser. On dit aussi l'information, c'est le pouvoir. Exactement. En Tunisie, rares sont les gens qui utilisent le clignotant. Ils ne simplement pas... Mohamed Louedi, nous avons organisé en 2005 le sommet mondial de l'information. Et quelle fierté c'était. Vous en avez fait d'ailleurs partie. J'avais donné 3 allocutions, je me rappelle. De ce qu'on pouvait être capable de faire il y a déjà 20 ans. Les gens étaient fiers de nous, surtout nos amis subsahariens, qui disent la Tunisie, c'est notre... Alors maintenant, nous ne sommes même plus sur les classements. À l'époque, les gens venaient pour voir comment les ordinateurs... Je me rappelle un ami sénégalais, Mamadou, qui me dit « Mohamed, vous avez des ordinateurs dans la rue ?» Non, il les a trouvés dans une poubelle ou... Tu exagères, Mamadou, nous sommes peut-être avancés, mais pas à ce point-là. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait vu... Il avait fait un tour de la ville, il est allé sur l'avenue,
Et puis il avait vu, il y avait une agence de voyage, paraît-il. Il y avait une vitrine. Derrière la vitrine, il y avait une femme qui pianotait sur un ordinateur. Et lui a vu un ordinateur là. Et pour lui, c'était la rue. C'était la rue. Alors, et puis chez nous, les ordinateurs, on les met au premier et deuxième étage. Pourquoi on ne les vole pas? Loin de l'entrée. Et maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un problème de technologie, loin s'en faut, parce que la technologie, on l'achète avec l'argent, et tout ce qu'on peut acheter de l'argent, on peut l'avoir finalement. Oui. Mais j'ai vu un Al-Zarqoun, moi, Windows 10 avant même qu'il sorte en Europe. C'est pas le problème. Le problème, c'est, quand je vous dis, les gens hésitent à même utiliser le clignotant pour qu'on sache pas où ils sont en train d'aller. Ah, ça c'est... Ça va loin. Ne m'en parlez pas, Mohamed Louedi, parce que là... Les horaires des institutions. Elles ne sont presque jamais affichées. Jamais affichées, mais maintenant nous avons Google Maps, Dieu merci. Et on dit, bon, je vais aller à tel endroit. Oui, mais il se gourre, excusez-moi. Ben oui, il a raison. Tout le temps. Eh bien, écoutez, moi je vais, pour une fois, vous parler d'une anecdote. On devait se rendre, mon épouse et moi, à l'invitation d'un ami musicien pour aller regarder un concert du côté de Qasr Saïd. Je peux vous dire que nous avons fait le tour 3-4 fois un peu des environs, sans que personne ne puisse d'ailleurs nous renseigner. On s'est même adressé à nos amis de la garde nationale, et personne n'était capable de nous renseigner sur le loin. Et ben après 1 heure de temps, on a rebroussé chemin, on est rentré à la maison. On n'a pas vu ce concert. Ouais, non, et Google, c'est gouré complètement. Ben, c'est normal, il n'a pas été mis à jour depuis 2019. Ah. Moi, je me rappelle, je m'étais gouré, comme ça, j'étais allé à Sousse, j'allais à l'Utica. Oui. Il était impossible de trouver l'Utica sur Google Maps. Et c'est un agent de police qui m'avait aidé à l'époque. Parce que j'avais marre de tourner en rond. Je croyais même que c'était mon téléphone qui marchait. Alors, Google Maps me sert un moment, parce que je dis je vais aller à tel endroit, il vous dit quels sont les horaires. Sauf qu'il y a des fois des numéros de téléphone d'agences gouvernementales ou subgouvernementales. Je suis tombé sur un bureau de poste du gouvernorat de l'Ariana qui me donnait le numéro de téléphone d'une femme. Alors j'ai téléphoné, je suis tombé sur une femme. Chez elle, dit pardon, je dis la poste, elle me dit non, je suis chez moi. Je suis chez moi. Un numéro. Quand vous allez sur les sites web, oui. Vous allez trouver des copyrights. Et là, je tombe sur le site web d'un opérateur, un grand opérateur, je ne vais pas nommer, qui à la fin, il n'avait même pas besoin de mettre une date de copyright. Copyright 2023. 2023. Pourquoi le copyright et pourquoi faire faux? Alors que nous sommes dans une entreprise de haute technologie. Donc nous avons un divorce entre la technologie, tout ce qui est le hardware, et la technologie software. Mais à côté de tout cela, nous avons le data, les données, et le copyright, c'est une donnée. Et nous n'avons pas besoin d'une intervention humaine pour faire changer le copyright dans un site web. Il change tout seul avec l'horloge de l'ordinateur. Ben c'est ça, oui, forcément. Alors, pourquoi avoir un... Et la plupart des sites web tunisiens souffrent de ce défaut, d'avoir des informations qui sont fausses. Alors, pourquoi en avoir? Oui. Si elles doivent être fausses. Elles ne sont pas fausses. Parce que, comme je vous l'avais dit, notre relation avec l'information est assez... et tant que nous n'avons pas cela, nous ne pouvons pas aspirer à un quelconque progrès, parce que ce n'est pas un progrès en termes de matériel, hardware, oui. ou de logiciel, où se trouve l'intelligence. Et là, en fait, nos jeunes sont en train de faire pas mal d'efforts, mais dans notre culture, en relation avec le soft du soft, qui sont les données. Et donc, si nous ne sommes pas sur la toile, si nous ne sommes pas sur... Ça s'appelle maintenant la datasphère. Ça a un nom aussi. Si nous ne sommes qu'à 8% dans la datasphère, ce ne sera pas notre culture qui sera prévalente dans quelques années. Elle n'est déjà pas maintenant. Si j'arrive pas à trouver Khaireddine Becha, que je sais existe, quelqu'un d'autre qui ne sait pas qui existe ne le trouvera jamais, il trouvera plutôt Marshall McLuhan, et ce sera la culture occidentale qui prendra le pas. Et continue à le faire. Qui continue à le faire et continuera à le faire encore de plus belle, parce que si on regarde l'accroissement des données, j'ai un graphe ici qui ressemble plutôt à une flûte de Pan. En 2024, il y avait 149 zeta-octets dans la toile, dans la datasphère. 149 zeta-octets. Alors c'est quoi un zeta-octet? C'est 1 milliard de téraoctets. C'est en fait, si on regardait un film à haute définition, ça nous prendrait 80 milliards d'années à le regarder, ce film-là.
80 milliards d'années, c'est bien plus que les 13,8 milliards, 13,8 milliards qui est l'âge de notre univers. 88 milliards, c'est 5 fois plus. C'est 5 fois plus à regarder un film non-stop. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, c'est 175 États-octets, garantis. Dans 4 ans, ça sera 2 fois plus que ça. 2 fois plus. Et c'est de 2 fois plus que nous aurons 10%, mais en fait 10%, si on les ramenait à la quantité actuelle, ce serait risible. 10% de 394 États-octets en 2028. Nous allons être inondés de données. Malheureusement, ce ne sera pas nos données. D'un côté, parce qu'ils nous en privent, ils sont en train de nous spolier de nos données, d'un autre, parce que nous ne sommes pas très volontaires à numériser notre héritage, nos patrimoines. À un moment donné, il y avait eu 7 librairies arabo-musulmanes numériques qui avaient ouvert leurs portes. Aujourd'hui, il n'en reste que 3. Les autres ont disparu. Ils ont carrément disparu. On va voir. J'essaie de les récupérer, d'aller voir parce que je garde un historique. C'est le 404, le message 404 qui s'affiche. Il n'existe plus. 404. Oui. Et c'est des bibliothèques qui numérisent pas mal de documents, y compris les nôtres. Alors c'est comme ils nous avaient brûlé la bibliothèque d'Alexandrie à 2 ou 3 reprises. C'est exactement la même chose qui est en train de nous arriver maintenant par d'autres moyens, par les moyens numériques. Et alors, Mohamed dit, après exclusion, que reste-t-il? Nous n'allons peut-être pas faire partie de la société du futur si ceci continue. Nous devons éduquer nos enfants à donner. Parce que l'information, c'est le pouvoir. C'est un peu comme, ça me rappelle un peu Milton Friedman quand il parlait d'import et d'export. J'ai trouvé l'analogie assez intéressante. Lui et Adam Smith défendent l'idée qu'en fait, il faut exporter et que importer, c'est le prix à payer pour exporter. C'est exporter qu'il faut. Donc les balances commerciales qui disent que nous avons une balance commerciale qui n'est pas... En fait, il faut importer. Bah oui. Parce que nous allons importer des choses que nous n'avons pas. Tout à fait. Et nous devons exporter pour pouvoir alléger la facture. Oui. C'est la même chose qui s'applique à l'information. Il faut donner pour recevoir. Pour recevoir, oui. Alors que nous avons plutôt l'habitude maintenant de cacher l'information, de ne pas dire « Rabbi, matrouch, matarkish », etc. Ce sont de très mauvais réflexes. Nous devons apprendre à donner et nous allons être étonnés de ce qui va venir en retour. Plus on donne et plus nous allons recevoir. Surtout au niveau culture, au niveau existence, que nous aurons notre place au soleil dans l'avenir numérique qui se profile à l'horizon. Donc c'est un travail en amont qui doit se faire, Mohamed Louedi. C'est un travail très dur parce que c'est culturel. On a changé des habitudes et des comportements. Ce n'est pas apprendre à programmer ou à concevoir une base de données, ça c'est facile. Mais apprendre à réfléchir autrement, ça va prendre quelques décennies au moins. Et des compétences que nous n'avons pas encore. Alors, pour une fois, nous n'avons pas parlé d'intelligence artificielle, Mohamed Louedi. Si, indirectement. Oui, indirectement. Hein. C'est l'intelligence artificielle qui repose sur ces données-là. Et il ne faut pas s'étonner que si on pose des questions à l'intelligence artificielle actuelle, nous allons souffrir des biais au niveau genre, au niveau culturel, au niveau race, au niveau âge. En fait, tous les ismes sont là. Sexisme, agéisme, racisme. Et nous ne devons pas reprocher assez. L'autre fois, j'ai fait une expérience qui m'avait été proposée par M. Hinton, Jeffrey Hinton. J'ai demandé à une intelligence artificielle, si tu avais à choisir entre me donner 40 chiens et 40 chattes, ou 40 chiennes et 40 chats, qu'est-ce que tu choisirais? Devine ce qu'il a donné. 40 chiens et 40 chattes. Et le biais est clair. C'est sexiste, c'est ce que vous... Bon, évidemment, ça a changé parce qu'ils sont en train de revoir leurs données et nous sommes en train aussi d'être leurs cobayes. Quand nous donnons des cols à leur modèle, quelqu'un est en train de regarder de l'autre côté pour réapprendre un peu. C'est rétrograde, c'est rétroactif, c'est un peu aussi le feedback qu'ils sont en train de recevoir. En fait, c'est human learning based on human feedback qu'ils sont en train d'utiliser. Et donc, ils apprennent à être de moins en moins biaisés, mais veut pas, ils sont en train d'apprendre sur des modèles qui sont à une très grande, écrasante majorité occidentaux. Moi, je conforterai ce que vous venez de dire au cours de cet échange. Comme vous savez que j'aime la musique, que j'en joue, j'ai demandé, vous aussi,
C'est un grand mélomane, Mohamed Louedi. Je voulais connaître un peu l'histoire du jazz à Tabarka. Et je lui ai posé une question, et il s'est gouré. Il m'a dit, ce sont les informations dont je dispose. Et je lui ai corrigé une information erronée. Et il m'avait répondu qu'il allait tout de suite, immédiatement, corriger ça et modifier ça. Et il le fera, il le fera. Et pour vous dire que vraiment, c'est... Alors, une Jazz à Tabarka, Mohamed, vous êtes d'accord avec moi, je pense, c'était une véritable institution. Jazz à Tabarka, John Baez, elle passait et plein d'artistes. Mais on ne trouve rien sur le... C'est là pour vous dire que cette relation avec l'information et la donnée, elle est vraiment très compliquée chez nous. Regardez combien de films il y a, parce que je suis aussi cinéphile, oui, qui parlent de Jules César. Et du moindre de ses généraux, Maximus. Mais combien de films sont en train de parler d'Amilcar? Très peu. Alors qu'il est en train d'être enseigné à West Point, dans l'académie militaire la plus huppée des États-Unis. En 2017, The Economist, la grande revue britannique très connue, avait titré, je me rappelle, The World's Most Valuable Resource. Et les gens croyaient que c'était le pétrole, parce qu'il y avait là des plateformes, mais en fait, c'était les données. Ouais. Et quelqu'un d'autre a accentué, c'est les données qui sont le pétrole du XXe siècle. Ce titre-là n'avait été repris en Tunisie que 3 ans plus tard, le 23 février dans la presse, et là je l'ai. Le futur n'est plus le pétrole, mais la data. 3 ans après. 3 ans après, il y a 5 ans. C'est qu'il y a quelqu'un qui le sait, qui l'a dit, que c'est les data, et c'est fou combien de termes contiennent le mot data maintenant. Data bank, data store, data mart, database, data lake. C'est du dataset à tout bout de champ, hein? Mais oui, mais évidemment, les gens se cachent derrière le mot information. Mais en dessous de cela, c'est quoi l'information? Si ce n'est pas des données à la base qui sont traitées d'une manière. Forcément. Et l'information, c'est la colle, en fait, qui va mettre les civilisations ensemble. Pour le moment, c'est un schisme entre les cultures, entre les civilisations. Et alors, pour conclure, Mohamed Louedi, qui, je rappelle, est notre invité aujourd'hui dans Écosphère, lui qui est professeur universitaire à l'ISG de Tunis. Que faire aujourd'hui et dans le futur? Aimer notre culture, numériser. Il n'y a pas le choix. Nous avons des trésors, toute la culture, l'adab al-arabi, dont nous sommes fiers. Ah oui, depuis l'école primaire. Il est inconcevable que les sources que nous avons eues à l'époque n'existent pas sur Internet. Oui. Je n'arrive pas à trouver mon livre d'école primaire, qui était Aboul Qira'a, nulle part. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en forme numérique. Non, ma jeunesse, je ne parle pas de l'histoire d'une civilisation, ma propre jeunesse n'existe pas. Il me faut chercher longtemps et très profondément. Parfois même, je dois avoir recours au dark web pour trouver les ressources. Et même si je les trouve, je me rends compte qu'elles ne sont pas cherchables. Et donc, je dois utiliser des subterfuges, des recoupements pour pouvoir arriver à une information que je connais par ailleurs. Qu'en est-il des informations que je ne connais pas, que je n'aurai jamais à l'idée d'aller chercher? Elles vont être ensevelies et oubliées à jamais. Et c'est comme ça qu'il y a des langues qui sont en train de se perdre dans le monde actuellement. Et c'est comme ça que peut-être... J'ai été dans un village il n'y a pas longtemps, et je terminerai là-dessus, des Squamish. J'aime parler des Squamish. C'est une tribu qui se trouve au nord de Vancouver, où je me rends souvent. Et cette tribu... Alors Vancouver, c'est la partie ouest c'est la du partie Canada. ouest, c'est de l'autre côté, ouais. C'est réellement à l'autre bout le du port monde. de Vancouver, une chanson de Véronique Sanson. Exact, je savais comme ça. Je le mentionnais. Oui. Et cette tribu compte 4000 membres, et il n'y en a que 10 qui parlent le langage de leurs ancêtres. Et eux, ils sont en train d'y faire quelque chose. Maintenant, ce sont ces 10-là qui sont en train d'enseigner aux autres la grammaire, parler, parce que c'est une langue qui n'est pas écrite, de la langue Squamish. Autrement, elle disparaîtrait. Je pense que tout est dit, Mohamed Loueti. On a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire, mais j'espère que, en tout cas, les pouvoirs publics sont à notre écoute, et tout ça pour le bien de notre pays. Voilà, en ce début d'année de l'Hégire que je vous souhaite
prospère, Mohamed Louedi, avec beaucoup de santé et de musique. Merci, merci à vous. Merci à vous. Eddie Grant, Can't Get Enough of You. 35 minutes. Ah, quand même.